Donc sur les modes d'action, le REFED se centre surtout sur deux types d'actions, je dirais. D'abord sur un côté un peu formation, guide, fiche d'action. Donc fiche d'action, c'est vraiment un truc très pratique. Les formations, c'est vraiment nous, soit les salariés, soit les services civiques qui viennent faire une formation gratuitement. Ça peut aller pour une quinzaine de personnes jusqu'à une conférence, c'est adaptable, sur des thèmes comme éco-responsabiliser son événement, l'économie circulaire, l'alimentation durable. Et aussi comment mener un travail de plaidoyer ou des négociations pour la COP. Donc c'est assez vaste. Et au niveau des guides, là c'est des guides beaucoup plus détaillés avec des exemples concrets dans nos assos membres qui ont fait telle ou telle action, quoi. Le deuxième gros point, c'est tout ce qui est un peu les actions directement soit faites par le REFED, soit le travail de plaidoyer. Donc les actions que je divise un peu en deux, les actions directes qui peuvent être des pesées de déchets, des pesées, la mise en place de repas, là qui s'est directement mis, ou des événements en fait, voilà, des événements ponctuels qui sont en fait comme la SED, enfin les SEDD que je considère comme un événement ponctuel, ou les RENED qui sont des événements qu'on organise pour faire de l'émulation et rassembler les gens, disons. Parce que c'est différent de l'autre type d'action qui est menée par le REFED, mais qui est aussi très important, c'est le plaidoyer en fait. Le plaidoyer avec les établissements, le CROUS, dû au fait que le REFED, ça fait un petit moment, maintenant plus de 10 ans que ça a été créé, et que ça vise à porter la voix des étudiants vis-à-vis des établissements et des acteurs publics. On a commencé à être un peu, disons, définis comme acteurs vis-à-vis de ces institutions. Et on arrive très souvent à parler avec eux, genre pour le CROUS par exemple. On est pas mal sur les questions du coup de politique un peu environnementale, sur par exemple la loi ESR. On a monté ça en place avec d'autres organisations motrices comme Climate, et il y avait la FAGE aussi qui était pas mal présente et qui voulait mettre en avant donc, la loi ESR, qui est un projet de loi qui est généraliser l'enseignement des enjeux environnementaux, de biodiversité dans toutes les formations. Et donc on a fait une sorte de mini-campagne quoi, en fait, pour présenter les choses, pour interpeller le ministère, quoi, pour rendre public un peu la loi. Et ça aboutit sur un groupe de travail. Donc le Shift, on est financé par des grandes entreprises qui sont nos membres. On travaille avec beaucoup d'acteurs différents, beaucoup d'experts, d'académiques, les corps intermédiaires de la société, ce qu'on appelle, qui sont nos cibles d'action, qui sont donc les dirigeants d'entreprises, les dirigeants d'associations aussi, les directions d'établissements par exemple sur les questions d'enseignement, les institutions aussi. Voilà, donc on va aller voir toutes les personnes dont les décisions au jour le jour vont pouvoir changer les choses sur le sujet qui nous concerne, et on va leur présenter du coup les résultats de nos travaux. Donc on produit des rapports et après on va faire des recommandations à ces dirigeants pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces questions-là. Donc le Shift, on est une petite équipe de salariés, on est une douzaine, allez 15 avec les stagiaires. Et donc on fait nos travaux au jour le jour, mais on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir porter nos sujets très très loin. Donc nous on fait le lobby un peu classique auprès des institutions, des dirigeants. Et à côté de ça, on a tout un réseau de bénévoles qui s'appelle les Shifters, qui étaient à peine quelques centaines il y a 2 ans, et qui maintenant sont près de 3000, et qui sont des citoyens, beaucoup d'ingénieurs, mais pas que. On essaye d'élargir un peu le spectre, qui globalement ont envie de s'engager, ont envie d'agir à leur niveau, parfois ont envie de se former aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte tout seuls qu'ils ont un gros déficit de compréhension du sujet, qui ont envie de mieux comprendre la question avant de pouvoir agir. Ces bénévoles vont mener leurs projets propres, que nous on ne peut pas porter au Shift, notamment beaucoup de projets sur les questions de sensibilisation. Ils vont donner des conférences à droite à gauche dans les écoles, dans les entreprises ou auprès des élus pour expliquer l'effet de serre, les enjeux et les objectifs énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle pour avoir un mode de vie plus sobre en carbone, ce genre de choses. Et après, ils appuient aussi les travaux du Shift, ils contribuent à nos rapports, ils mettent à disposition des compétences. Donc ouais, ils font plein de choses de ce genre-là, et ils nous aident beaucoup à diffuser la parole. Notamment, ils sont beaucoup plus implantés au niveau local. Il y a des groupes locaux dans quasiment toutes les grandes villes de France. Il y en a beaucoup à l'étranger maintenant aussi. On essaie d'animer un peu et de voir comment on peut s'implanter davantage sur le territoire et auprès des citoyens pour un peu promouvoir ces questions-là et accompagner la mobilisation, souvent en partenariat avec d'autres associations aussi, qui sont aussi implantées au niveau local. C'est plus facile de se rassembler et porter des projets ensemble que juste mener ses propres projets, alors qu'il y en a d'autres qui font peut-être la même chose à côté. Donc l'idée, c'est aussi de créer des synergies au niveau local et national d'ailleurs. Alors au Shift, on a aussi un comité d'experts composé d'acteurs académiques, d'experts et d'enseignants, enseignants-chercheurs sur les sujets de transition ou de climat.
qui ont fait le constat que leurs étudiants en sortie d'études n'avaient pas du tout compris ou très mal compris les enjeux liés au climat et à l'énergie. Donc on a lancé un projet début 2018 qui visait à s'attaquer un peu à la question qui était à l'époque totalement inexistante. C'était un peu un non-sujet. Et on a commencé la rédaction d'un rapport qu'on a publié au mois de mars 2019 et qui fait un état des lieux quantitatif et qualitatif de la situation en France, qui globalement dresse un gros constat de carence sur le fait qu'aujourd'hui on n'enseigne pas, seulement dans 11% des formations qu'on a regardées, il y a des sujets, les sujets sont abordés en tronc commun, ce qui est très très peu, beaucoup trop peu. Et on fait des recommandations sur qu'est-ce qui peut être fait à tous les différents niveaux, pour tous les différents types d'acteurs sur ces questions-là. Donc à la fois les établissements, mais aussi l'État, mais aussi les étudiants, les enseignants. L'idée étant de montrer que c'est un milieu très complexe où il faut agir sur tous les leviers en même temps, il n'y a pas une solution. Ce n'est pas l'éducation nationale où on peut faire des programmes, on les met partout et ensuite c'est fait. Là, il y a un travail beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus collectif à faire. Donc on a fait ce rapport-là. Suite à ça, on a eu beaucoup de retours positifs. Entre-temps, il y a le manifeste pour un réveil écologique qui avait eu beaucoup de succès aussi. Il y a eu beaucoup de mobilisation étudiante, ce qui a permis de vraiment booster aussi la visibilité de notre travail, ce qui était très bien. Ça a permis aussi de dessiner des convergences entre les différents sujets, puisque les étudiants du manifeste étaient beaucoup plus sur le sujet emploi et entreprise. Et finalement, en discutant avec nous, ils se sont dit, bah oui, ok, il y a effectivement ce qu'on va faire dans l'entreprise, mais il faut qu'on soit formé à pouvoir faire des choses aussi, pour pouvoir bien comprendre le sujet. Donc finalement, il y a eu beaucoup de convergences, un peu des luttes et des mobilisations. On a aussi du coup lancé un appel pour former tous les étudiants aux enjeux climatiques et écologiques, qui a été publié en septembre 2019, qui permettait aussi de contribuer à construire ce consensus de tous les acteurs de l'enseignement supérieur sur la nécessité de former tout le monde, et donc d'atteindre un peu ce chiffre de 100% d'étudiants qui a été formé à ces questions-là. On a aussi rencontré pas mal d'institutions et de représentants institutionnels, ce qui a mené notamment au dépôt d'une proposition de loi au mois de septembre dernier, donc septembre 2019, pour la généralisation de l'enseignement des enjeux liés aux ressources globalement dans le supérieur, qui n'avait pas encore passé, mais qui a permis déjà de mettre le sujet à l'agenda, qui a permis aussi, du coup, la ministre s'est un petit peu emparée du sujet et a décidé de monter un groupe de travail dont elle a confié la direction à Jean Jouzel, qui est un climatologue, sur comment développer l'enseignement du climat dans le supérieur. Donc un groupe de travail avec toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur, dont ISF fait partie, le Shift aussi et d'autres, dont on espère qu'il débouchera sur des choses très concrètes et très ambitieuses, ce qui n'est pas forcément garanti, donc on est là pour s'en assurer. En parallèle de ça, on a aussi beaucoup de demandes au Shift de la part d'enseignants de ressources pour avoir accès à des ressources et à d'autres enseignants qui auraient mis en place des choses à leur niveau pour intégrer ces questions-là dans leurs cours. Ce que je fais aujourd'hui un peu au jour le jour qui demande beaucoup de travail, et donc on a décidé de monter avec nos bénévoles justement une plateforme pédagogique collaborative qui s'appelle enseignerleclimat.org, qui sera prochainement en ligne et qui permet à tous les enseignants justement de créer un compte, de mettre à disposition les ressources qu'il utilise ou qu'il a construites, éventuellement se mettre à disposition aussi pour être contacté par d'autres enseignants pour pouvoir en discuter et que tout le monde puisse avancer ensemble. Donc ça, c'est une grosse demande qu'on a. On avait proposé aussi à la ministre de prendre en charge. Peut-être qu'à un moment, elle le fera et ça donnera une meilleure plateforme que celle qu'on va sans doute sortir, mais qui a vocation quand même à permettre ce partage de ressources. Sur les modes d'action, sur la partie enseignement, on a eu une approche de donner de la capacité d'agir aux différents étudiants. Notamment parce qu'on a eu des retours de différentes écoles, Polytechnique, Centrale Nantes, l'INSA Lyon, où des groupes se sont montés pour essayer de faire évoluer la question de l'intégration des enjeux écologiques dans les formations. Ils ont donc fait des retours d'expérience sur la manière dont ça s'était déroulé pour eux l'année dernière. Et à partir de ça, on a créé un petit guide, un petit kit qui permet en 5 étapes assez simples de s'approprier ces questions-là et de pouvoir monter dans son école son petit groupe pour essayer de faire évoluer la formation dans l'établissement. Ça, c'est sorti le 5 novembre 2019 et c'est ce qu'on avait pour le moment sur la question de l'enseignement. Sur la partie entreprise, on a porté un plaidoyer assez fort, justement radical auprès des différentes entreprises. D'abord en passant par les responsables développement durable, mais très vite en essayant d'aller chercher les responsables des ressources humaines, les personnes au COMEX, en faisant des interventions devant les cadres dans ces entreprises-là. On a aussi accompagné ça par un questionnaire entreprise. L'idée était de forcer la réflexion
forcer la réflexion là où elle peut faire bouger les entreprises, là où elle peut permettre de donner aux étudiants, une grille de lecture et des indications sur la manière dont telle ou telle entreprise s'engage s'engage sur les questions écologiques. On a accompagné ça d'un guide anti-greenwashing pour éviter tout ce qui est lié à l'éco-blanchiment et permettre aussi de donner aux étudiants des grilles de lecture pour pouvoir éviter de se faire prendre dans ce piège-là. Pour ce qu'on fait maintenant, à partir de ces deux cadres historiques-là, on s'est beaucoup diversifié. On essaie de défricher beaucoup de différents sujets, celle de la fonction publique, celle de la finance, celle du contenu des formations, celle de la mobilisation des institutions et encore d'autres. On essaie de défricher tous ces sujets-là pour essayer de voir là où on peut agir, là où on a un levier, là où on est le plus pertinent. Et on essaie de faire ça aussi également en synergie avec les autres associations, puisque jusque récemment, beaucoup d'associations ne se parlaient relativement peu. Et on remarque qu'on travaille sur des sujets très connexes, très synergiques. L'idée, c'est vraiment de profiter de ce foisonnement d'initiatives qui se recoupent toutes et de construire ensemble pour pouvoir aller plus loin, plus vite et plus fort. Notamment dans la coalition Jeunes, par exemple. La coalition d'associations de jeunes qui a pour but de faire émerger une société écologique à la fois solidaire et démocratique. Ça va être l'occasion pour moi de dire que je ne suis pas ingénieur et que donc, ingénieur engagé, on accepte tout le monde, comme je l'ai dit, donc il y avait des élèves et des professeurs. Moi, dans mon cas, je suis doctorant. Mais on a aussi des gens qui sont dans le milieu professionnel, aussi bien des ingénieurs que d'autres, qui viennent pour nous aider sur nos ateliers thématiques pour le coup, parce que c'est surtout la recherche en ligne qui va m'intéresser. Donc les groupes locaux, déjà, eux, dans les écoles, veulent faire changer les formations. Donc ils se regroupent, ils se font un comité et ils travaillent sur leur sujet. Les groupes thématiques en ligne, donc sur Facebook et sur Discord, une page LinkedIn et d'autres supports, mais surtout le Discord, vont centraliser les discussions, faire des ateliers de débat et proposer après différents projets du type organiser une semaine de formation nationale sur les alternatives low-tech. C'était la SALT, Semaine des alternatives low-tech, l'été dernier. Mais aussi faire l'arpentage d'un rapport du GIEC. Arpentage, c'est une lecture partagée et après on remet tout en commun pour que ce rapport qui fait des milliers de pages, en fait, chacun lise un petit bout et on arrive à avoir la vision d'ensemble. On profite d'avoir plusieurs personnes en ligne qui ont ces compétences scientifiques de lecture, de compréhension, pour proposer après des comptes rendus qui puissent être repris, on l'espère, par tous les gens qui voudraient s'en saisir. Donc là, c'est à destination de nos groupes locaux pour changer les formations, mais aussi toute association, ingénieur ou scientifique qui se poserait ces questions et qui serait intéressée par ces thématiques-là. Du coup, une recherche-action participative, elle est participative parce qu'on va inclure des étudiants dans une démarche d'enquête, les étudiants qui sont aujourd'hui les plus éloignés des prises de décision qui sont prises sur leur propre formation. C'est une façon de leur redonner du pouvoir par la connaissance du jeu d'acteurs qu'il peut y avoir, des savoirs qui sont transmis, de la pédagogie qui est associée, et puis de ressenti que l'ensemble des acteurs peuvent avoir sur l'établissement. Et puis la partie action, c'est que l'analyse qui en sort, qui en découle, elle est mise en débat avec l'ensemble des parties prenantes des établissements, localement déjà, pour identifier des leviers et activer les marges de manœuvre que peuvent avoir les établissements sur leur transformation au niveau local. Mais après, nationalement, on va pouvoir comparer les données qui sont collectées et identifier des problématiques qui sont communes pour pouvoir faire du plaidoyer auprès des institutions politiques, publiques, nationales, voire européennes. Pour Formix, sur la base des travaux de l'Observatoire et même des analyses qui ont été produites, des différentes thèses et différents textes qui ont été produits ces 10-15 dernières années, il y a cette volonté de questionner les formations et aussi surtout d'aller au cœur des formations et de proposer aux membres d'Ingénieurs sans frontières et aux étudiants ingénieurs de manière générale qui seraient intéressés des outils qui permettent de recontextualiser leur formation propre, leur école, leur diplôme d'ingénieur et de se dire qu'en plus on voit une volonté générale aujourd'hui qui est de qu'est-ce que l'ingénierie, la technique face aux urgences climatiques, sociales, environnementales actuelles. On amène des outils pour questionner les formations et pour aussi élargir le débat des questions de démocratie, de gouvernance des formations, de construction des cours et un peu de contenu des cours. Et du coup, en termes de mode d'action, on arrive sur
des outils de sensibilisation, comme je disais, qui sont de différents types, soit pour déconstruire les unités d'études, pour se poser des questions, soit pour un peu générer du débat sur les questions de gouvernance des formations d'ingénieurs, sur comprendre comment sont gouvernées les formations d'ingénieurs. Tout simplement pour avoir des métiers qui soient adaptés à la réponse, à la problématique qu'on rencontre aujourd'hui. Le souci, c'est qu'on n'en a pas tous les mêmes perceptions et que la façon dont on veut transformer les formations ne sont peut-être pas les mêmes d'un mouvement à un autre. De manière plus générale, c'est intéressant d'agir sur la question des formations et de leur gouvernance et de leur mode de construction parce qu'on voit aujourd'hui que la technique, l'ingénierie, il y a une certaine image qu'on est produite par les écoles d'ingénieurs. Il y a une culture qui est transmise via ces écoles. Et il y a un gros questionnement sur est-ce que cette culture ne serait pas en lien avec des problèmes sociaux, économiques auxquels on fait face. Et aussi de se dire il y a d'autres acteurs que les ingénieurs. Dans les formations, recontextualiser l'ingénieur dans un environnement d'autres expertises ou même d'expertise d'usager, d'expertise entre guillemets profane à laquelle on ne nous apprend pas à être à l'écoute en formation ingénieur. Se dire que l'ingénieur a des responsabilités, mais il a aussi la responsabilité de comprendre dans quel écosystème technique ou écosystème il évolue. Et du coup, de se dire peut-être d'être plus à l'écoute d'autres secteurs, d'autres sciences, type les sciences sociales, d'être sur ces interfaces techniques, société, technosciences, société. La technique, elle a été toujours découplée du social. Les institutions qui ont promu les ingénieurs, qui les ont faits, qui les ont formés, qui ont choisi les savoirs qui étaient légitimes pour qu'ils aient ce titre, ça a toujours été entre ingénieurs que ça s'est fait. Et finalement, la division du travail aujourd'hui entre ingénieurs, sociologues, elle n'est pas tant que ça travaillée. Sociologues, économistes, juristes, etc. Et tous ceux qui sont nécessaires aujourd'hui à pouvoir mettre en place une transition écologique et solidaire juste.